Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Ceux qui les suivent sur Internet connaissent les moindres petits secrets de leur vie, leurs joies et leurs déceptions ou encore leur lieu préféré de Bretagne. Ce sont les blogueuses qui aiment partager leur quotidien sur Internet et qui deviennent aujourd'hui de véritables communicantes, sollicitées autant par les marques que par les collectivités locales par exemple. Héloïse, Aurélie et Anaïs, bonjour à toutes les trois. Bonjour. Alors vous êtes toutes les trois donc des blogueuses Made in Braise et vous nous parlerez aujourd'hui de votre travail en ligne. Ce sera tout à l'heure, un sujet d'ailleurs qui devrait beaucoup passionner notre spécialiste des réseaux sociaux. Bonjour Benjamin Bréau. Bonjour Pauline. Et cette semaine vous nous reparlez politique. Ouais, il va falloir s'y habituer un petit peu, ça risque d'être le cas pendant les prochaines semaines encore. Ouais, on s'y attend un peu. Alors ce sera tout à l'heure dans l'Instant Web, mais tout de suite on démarre par un point sur l'actualité de ce jeudi 26 novembre. Bonne nouvelle pour le jeune Hamza, il ne sera pas expulsé. Dans notre édition de mercredi, nous vous parlions de ce Tunisien sans papier qui étudie au lycée du Puy-de-Dôme à Brest. Il était incarcéré depuis 4 jours. Le tribunal administratif de Rennes a décidé de le libérer. Hamza pourra terminer son CAP électricité à Brest. Ses camarades de classe qui s'étaient mobilisés sont soulagés. La dernière cotation du marché du port breton, qui sert de référence sur le plan national, datée du 6 octobre dernier. Elle vient de reprendre ce jeudi à Plérin, après les moultes crises qu'elle traverse depuis l'été dernier. À l'image de la conjoncture, le cours est en chute libre, comme l'explique Anne Burlot. Après 7 semaines d'interruption, la cotation au marché du port breton vient de reprendre. Vendu 84. Les différents acteurs se sont mis d'accord sur une nouvelle convention, avec un seul tour de terre contre 2 auparavant, et la suppression du prix de retrait, le prix minimum auquel les acheteurs s'engageaient à prendre les invendus. Dorénavant, ils se baseront sur le prix de référence, avec une amplitude de 5 centimes d'euros. Le nouveau marché sera donc plus flexible. Reste à savoir si ces nouvelles règles pourront à l'avenir désengorger les exploitations. Elles vont peut-être permettre un peu plus de fluidité sur les lots. Et alors, est-ce que ça va donner plus de possibilités aux abatteurs ou aux vendeurs? Je pense que la balle va être plus dans le camp des acheteurs, puisqu'ils ont moins de contraintes. Tous les acheteurs étaient présents ce jeudi matin à Plérin, à l'exception de Bigard, qui représente ici pourtant près de 20% des volumes écoulés. On est bien conscient que le système est toujours fragile, c'est évident, puisque un opérateur principal, pour l'instant, ne participe pas à la cotation. Quand il n'est pas là, la représentativité du prix peut abandonner. Donc nous souhaitons et nous ferons le maximum pour qu'il puisse revenir dans les semaines qui viennent. La situation est très critique pour les éleveurs. Le marché européen est en surproduction, tandis que la demande, elle, a tendance à baisser. Il y a du cochon dans les porcheries, on est à 95 kg de moyenne. Le poids normal qui aurait dû avoir en sortie élevage aujourd'hui, fourchette 93, 93,5. Donc on a 1,5 kg au moins au-dessus du poids normal. 1,5 kg, ça correspond à 3-4 jours d'abattage. Donc aborder les fêtes de fin d'année dans de telles conditions, ça sera très très compliqué. Le prix s'est établi à 1,08 € le kilo de porc. On est bien loin des 1,40 € que le gouvernement avait pourtant négocié pour eux l'été dernier. Et ce jeudi, c'était la journée nationale des sciences de l'ingénieur au féminin. L'occasion pour des femmes ingénieurs d'aller à la rencontre des collégiennes et des lycéennes pour leur faire découvrir la passion d'un métier que l'on associe encore trop souvent aux hommes. Au lycée Thépaut de Quimper, elles étaient 8 à dialoguer avec de jeunes filles et parmi elles, Marianne Berriot, chef d'entreprise. Camille Pochet l'a rencontrée. Elles sont 8 femmes, 8 ingénieurs et techniciennes. Ce jeudi, elles font découvrir leur métier à 160 collégiennes et lycéennes. Parmi ces femmes scientifiques, Marianne Berriot, chef d'entreprise, est aussi ingénieure informaticienne. Les langages, elle les a tous codés, mais Marianne n'a pas toujours travaillé dans cet univers masculin. Elle nous ouvre les portes de son entreprise et nous explique comment elle s'est tournée vers ce métier exercé par beaucoup d'hommes. J'ai commencé par des études littéraires. J'ai cherché, j'ai fait de la sociologie, j'ai fait de la biologie, j'ai fait de l'hôtellerie, restauration. Le web m'a rattrapée en 1995 puisqu'il a véritablement émergé. J'étais une jeune maman, j'avais 4 enfants à l'époque, donc j'étais vraiment dans un univers féminin. Je ne me suis pas posé la question. Et c'est ensuite que j'ai découvert que les technologies étaient entre guillemets
assujettis à l'univers masculin. Marianne Berriot emploie 6 développeurs web, tous des hommes. Je cherche des jeunes femmes, ingénieures et développeuses pour venir rejoindre mon équipe et je n'en trouve pas. Si la chef d'entreprise tient à parler aux jeunes femmes, c'est pour leur délivrer un message clair et les encourager. Ne cherchez pas à plaire, ne cherchez pas à ne pas plaire. Soyez ce que vous êtes et dans vos qualités et vos défauts, vous vous révélerez. Lorsqu'on a 17 ou 18 ans, c'est là où on a un apprentissage des savoirs qui est maximal. Il faut y aller. Je pensais toujours que j'aurais fait un métier créatif et finalement, en étant ingénieur informatique et aujourd'hui chef d'entreprise, je suis dans un métier très créatif. Pour le moment, en moyenne, seul un ingénieur sur 5 est une femme, mais certaines jeunes filles auront peut-être été convaincues par Marianne et ses consoeurs. Et comme chaque jour dans l'Instant T, nous mettons en lumière l'un des partis en lice pour les élections régionales. Ce jeudi, focus sur le parti Europe Écologie Les Verts, dont la liste Une autre voie pour la Bretagne est menée dans le Finistère par Christophe Vinclair. Comme à chaque tête de liste finistérienne, nous lui avons posé 4 questions sur les transports, les énergies renouvelables et l'économie. On écoute ses réponses recueillies par Camille Fauché. Dans un contexte d'arbitrage budgétaire, la priorité de mettre Brest et Quimper à 3 heures de Paris ne va-t-elle pas privilégier le développement de l'axe Rennes-Nantes au détriment du réseau des TER et donc de la pointe bretonne? Il faut arrêter de vouloir mettre Paris à 3 heures de Brest et de Quimper, c'est-à-dire pour fuir la Bretagne. Et c'est clair qu'il faut s'occuper des lignes transversales du TER en particulier. Je prends en particulier pour le département du Finistère une ligne qui a été complètement abandonnée. C'est la ligne Brest-Landerneau-Quimper, qu'il faut aujourd'hui absolument rénover et et de faire en sorte qu'il y ait le doublement des navettes et de faire en sorte qu'on puisse faire le trajet en moins d'1 heure. En 5 ans, quelle part d'énergie renouvelable souhaitez-vous atteindre en Bretagne? En 5 ans, le programme qu'on propose est d'atteindre le chiffre de 30% de part d'énergie renouvelable sur la Bretagne. C'est possible. C'est possible d'une part en diminuant la consommation des énergies fossiles. Et la première chose à faire, bien évidemment, c'est d'arrêter le projet tout à fait inutile et néfaste de centrale à gaz de Landivisiau, qui va émettre énormément de gaz à effet de serre. Et deuxièmement, c'est par le développement des économies d'énergie. On propose en particulier un grand programme de sobriété pour la Bretagne au niveau énergétique qui va passer par la rénovation de l'habitat, par le développement des transports en commun et bien entendu c'est le développement des énergies renouvelables. Quel est le secteur économique breton sur lequel la région doit concentrer ses efforts pour dynamiser l'économie régionale? L'économie régionale est basée pour une partie de son économie, là où il y a des problèmes sur une économie finalement qui est à faible valeur ajoutée. On le voit, c'est le productivisme dans le domaine agricole, ce sont les industries agroalimentaires, les abattoirs, etc. qui font peu de valeur ajoutée et qui sont en grande difficulté économique car nous n'avons pas la possibilité de combattre avec des monnaies ou des pays où les gens sont sous-payés. Donc il faut impérativement développer d'autres secteurs, beaucoup plus porteurs. On parlait des énergies renouvelables, mais il y a également au sein de la Bretagne tout un tas de petites sociétés, de PME qui se développent. Il faut absolument dynamiser ces forces-là et nous avons à cœur de développer l'économie sociale et solidaire. Si vous êtes élu à la région, quelle sera la première mesure que vous prendrez? Alors, la première mesure qu'on prend à la région, c'est clair, c'est on arrête la centrale à gaz de Landivisiau, on arrête de financer l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et on lance un grand projet pour développer l'économie, l'emploi sur la Bretagne. Voilà, c'était Une autre voie pour la Bretagne, l'une des 11 listes présentes pour les élections régionales. Rappelons que ces élections auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre prochains. Et tout de suite, on parle de blog avec nos invités. Aurélie, Héloïse et Anaïs, toutes les trois, vous tenez un blog. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il y en a peut-être. Un blog, c'est un site internet où une personne peut raconter sa vie, fait part de ses coups de cœur, partage ses réflexions. C'est donc quelque chose de très personnel et qui a pour but d'être lu quand même par le plus grand nombre. Héloïse, votre blog s'appelle 5 minutes pour moi toute seule. Chacun de vos posts est suivi par des milliers de lecteurs, des centaines, des milliers de Finistériens. Vous y évoquez votre vie dans la région de Quimper. Anaïs, votre blog s'appelle Mon quotidien ordinaire. Vous, c'est la région de Brest que vous faites découvrir à vos lecteurs. Et Aurélie, la costarmoricaine, vous partagez vos coups de cœur dans le 22.
Combien de temps ça vous prend par jour pour gérer votre blog? Je vais commencer par Héloïse. Est-ce que ça prend 5 minutes pour vous toute seule? Non, c'est un peu de la fausse pub. Ça prend plus de temps? Ça prend plus de temps. L'idée, c'est de prendre 5 minutes, pas plus, pour s'y balader, plus que moi, pour produire les textes. Pour lire chacun de vos scripts. Les filles, c'est combien de temps par semaine, peut-être, plutôt que par jour? C'est chronophage. Ça prend du temps, ça prend du temps si on veut essayer, en tout cas, de soigner son texte et ses photos. Et ouais, ça prend On est quoi, temps. sur 1 heure par jour, un peu tous les soirs, quoi, en fait. Un petit peu, ouais. C'est ça. Approximativement. Anaïs, pareil. Oui. Alors, toutes les trois, vous êtes amenées à parler de sites ou d'événements locaux, bien sûr, parce que vous voulez faire partager votre territoire. Héloïse, par exemple, votre dernier post sur les animations au château de Trévarez. Anaïs avec le récit d'une balade dans les Abers. Ou Aurélie avec un focus sur le charme des stations balnéaires de la côte de Granit Rose. Bravo, Trébordin et Perros-Guirec, c'est magnifique. Mais est-ce que derrière ces articles se trouve une publicité déguisée? Le mot est un peu fort. Aurélie, vous remerciez d'ailleurs Sensation Bretagne ou l'Office du tourisme de Trébordin dans votre article. Oui. Est-ce que ces articles vous rapportent de l'argent, sont faits en collaboration avec... Comment ça se passe? Pas du tout. En l'occurrence, la Sensation Bretagne m'avait contacté via l'association que j'ai créée avec une autre blogueuse qui s'appelle les Brest Blogueuses. Donc ils souhaitaient en fait nous faire venir sur des stations sur 2-3 jours et puis promouvoir par des activités, par des visites leur station et donc en échange d'articles. Mais aucune rémunération. Il n'y a pas d'argent, du tout. C'est un échange de bons procédés. Voilà, exactement. Nous, ça nous permet de découvrir des choses aussi, des lieux, parce qu'on ne connaît pas forcément tout non plus notre région, avec un œil extérieur, avec des activités à la mode ou non, et du coup ça permet nous d'échanger et de donner notre propre ressenti aussi sur ce qu'on a vécu. Alors vous évoquiez Brest Blogueuse, c'est un label qui a posé sur certains blogs en Bretagne, c'est vous qui l'avez initié Aurélie, Anaïs vous en faites partie. Expliquez-nous un petit peu à quoi ça sert, Brest Blogueuse, Anaïs peut-être? À promouvoir essentiellement la Bretagne, puisque ce qui nous porte, c'est l'attachement qu'on a à cette région. Donc, à travers notre passion pour la photo et pour les mots, je pense que c'est ce qui nous permet d'apporter un peu... c'est pas faire de la pub, parce que c'est pas du tout l'intérêt, c'est de faire partager notre vie ici et ce qui nous plaît en vivant en Bretagne, en fait. Dans le descriptif de Brest Blogueuse, vous appelez quand même les collectivités ou les marques à évidemment vous contacter si besoin. Si besoin, oui. Vous n'êtes pas dans une démarche d'entreprise ou de volonté financière sur ce côté-là? Non, du tout. On s'est réunis entre blogueuses puisqu'on avait ce dominateur commun qui était le blog avec la Bretagne, puisqu'on parle tous de la Bretagne à différents niveaux. Ça peut être des bonnes adresses, ça peut être des coups de cœur, des balades, des choses comme ça. Et on avait envie de se regrouper et on a eu la chance d'être vite contactés par des partenaires et qui nous proposent de faire des choses aux quatre coins de la Bretagne. Donc c'est vraiment une volonté de partage autour vraiment de notre région. Il y a des enfin, je suis un peu tout seul ici, mais il y a des Brest blogueurs que vous avez pu contacter aussi qui font la même chose, ou c'est vraiment une spécificité féminine? Oui, le domaine en tout cas dans lequel on évolue, je pense que les filles peuvent le dire aussi, c'est essentiellement féminin. Enfin, on n'a pas trop rencontré vous n'êtes pas des blogueuses mode ou beauté comme on entend beaucoup parler aujourd'hui. Vous, c'est lifestyle, c'est ça, je prononce très mal. Mais voilà, ces coups de cœur, ces réflexions. Vous n'êtes pas à donner forcément, voilà, vous prenez pas en photo vous pour promouvoir des vêtements. Est-ce que aucune de vous n'en vit ou se rémunère avec son blog, Héloïse? Pas du tout. Les filles non plus. Dernièrement, par exemple, vous aviez été invitée dans un spa finistérien. Vous avez aussi un article sur le blog d'Héloïse où vous fabriquez des bijoux avec une créatrice finistérienne. Tout cela donne forcément lieu à des articles très sympas sur vos blogs. Est-ce que parfois, si vous n'aimez pas, par exemple, quelque chose qu'on vous a proposé comme ça, vous pouvez le dire, ou dans ces cas-là, vous ne faites pas d'article? Est-ce qu'il y a quand même un petit... Moi, j'ai pas tout à fait la même démarche que les filles. Alors, vous faites pas partie des Brest blogueuses? Non, et puis moi, je vais pas. Je réponds rarement aux partenariats qu'on me propose parce que je vais plutôt raconter des instants de vie. Si ça m'a parlé, enfin, je vais en parler de Trévarez. J'avais pas prévu d'écrire sur Trévarez. C'est juste que effectivement, il y a une réflexion qui m'est venue et je l'ai faite. Mais sinon, j'ai pas cette démarche de parler des autres, en fait, c'était un peu plus égoïste que ça. C'est liberté d'expression totale. Ouais. Mais si j'aimais pas quelque chose, enfin, c'est arrivé que je le dise. Mais je m'en fiche, en fait, un peu de ça.
Alors vous, par contre, Héloïse, vous ne faites pas partie du label Brest Blogueuse, mais vous avez été sollicitée pour des chroniques pour le quotidien Ouest France, chez Côté Quimper également. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les blogueuses sont influentes dans le paysage local, si on vous a sollicité Probablement, en fait. Je pense qu'il y a une identification qui se fait un peu comme on est comme un personnage de série qui rentre dans la vie des gens. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et les médias et les événementiels, savent très bien qu'on va être suivi et que si on nous aime bien ou même si on aime bien nous détester parce que ça arrive aussi, il y a quand même, on est quand même suivi, c'est vu quoi. Après, c'est pas toujours aimé vraiment, mais ce qu'on fait, mais en tout cas, c'est vu, ça fait. Ça vous met une responsabilité quand même d'être vu. Vous êtes quand même lu par des centaines de personnes. Vous faites partie quand même des blogs qui marchent bien en Bretagne, dans le Finistère. Quand vous écrivez, vous dites, bon, on n'écrit pas n'importe quoi non plus. C'est une certaine pression, Anaïs, parfois? Non, c'est pas une pression, mais c'est vrai que quand on a le retour de personnes qui se sont rendues sur des endroits qu'on a pu visiter et dont on a pu parler et qui reviennent nous dire merci, c'est un endroit que j'avais pas pensé aller visiter, puis qui m'a plu. Et bon, c'est vrai qu'on a la satisfaction d'avoir partagé quelque chose d'utile et puis, oui, d'avoir apporté quelque chose aux gens. Alors, plusieurs organismes font appel aux blogueuses pour promouvoir le territoire Quimper-Cornouailles avec hashtag #MaCornouailles ou encore la région Bretagne ou hashtag Finistère 29. Vous faites partie de ces... Pas pour moi, non. Non, MaCornouailles peut-être, non. Quels sont vos critères pour accepter ou pas ce genre de choses si on vous proposait? Il faut que il y a des valeurs, en fait. Oui, moi, ce serait plutôt sur des valeurs, oui, effectivement, de partage, étant donné qu'avec l'association, et moi je le fais aussi pour mon blog, j'ai envie de partager sur la Bretagne, sur les acteurs locaux, sur la région, sur le dynamisme de la région. C'est ce qui va me parler dans un premier temps, quand on va me contacter. Après, ça se fait un peu au feeling, au coup de cœur aussi. Hein. Il y a déjà des politiques qui sont intéressés à votre... Pardon. Excellente question, Benjamin. Il y a déjà des politiques qui sont intéressés à vos productions respectives en disant bon, on aime bien ce que vous faites. Des noms, Héloïse. Je sais pas, j'ai pas demandé l'autorisation. Donc oui, des politiques. Oui, ça arrive qu'on nous fasse un petit peu de l'œil parce que d'un niveau, au niveau local, on parle de nous, donc forcément. Ils vous demandent quoi? De retweeter des choses, c'est plus subtil que ça. Enfin, pour le retweet, c'est plus qu'on va se faire retweeter, liker jusqu'à ce que mort s'en suive. Sinon, c'est plus de se croiser, de se photographier avec les gens en disant c'est des nanas qui aiment bien partager leur image, donc est-ce que ça peut pas être... C'est plutôt dans ce sens-là. Du coup, vous êtes vigilante là-dessus? Ouais, on n'a pas envie. Moi, j'ai pas envie d'associer mon image à des politiques. J'ai pas envie de le faire, donc j'ai refusé. Mais oui, ça arrive. Aurélie et Anaïs, est-ce que vous êtes déjà retrouvées Non, jamais. Dans ce genre de... Ça pourrait arriver. Dans ces cas-là, peut-être. On n'est pas à l'abri. Pareil, pour le coup, c'est quelque chose que vous voulez pas forcément lier à votre image. Est-ce qu'il y a de la concurrence entre les blogueuses? Parce que vous êtes quand même sacrément nombreuses, une trentaine dans le label Brest Blogueuse sur Facebook. On est 24 actuellement. Non, nous, on est sur Alors vous avez décidé de vous on est sur grouper. le partage, donc non, et puis il y a de la place pour tout le monde surtout. Ouais. Je pense qu'on écrit toutes différemment, on a tout un ton, une personnalité, je pense que justement, c'est ça l'intérêt du blog aussi, c'est pas d'être en concurrence, c'est de pouvoir partager et d'avoir... des valeurs différentes à mettre en avant sur nos blogs. Donc, Alors en même temps, vous avez toute la volonté d'être lu au maximum, c'est quand même ça l'idée. Comment vous faites pour promouvoir vos blogs? Les réseaux sociaux, c'est indispensable, Anaïs? Indispensable, oui. Oui, il faut partager, il faut faire connaître, il faut indiquer quand il y a des événements, il faut partager, il faut varier le contenu, il faut que ce soit pas toujours axé sur uniquement des balades, il y a énormément de choses qui se passent en Bretagne. Des recettes, comme propose Aurélie. Des recettes, voilà, oui. Non, c'est complémentaire en fait. L'un ne va pas sans l'autre, on peut pas toucher toujours le même public en parlant tout le temps des mêmes choses. Et du coup, c'est quoi le réseau social qui est le mieux pour promouvoir vos blogs? Est-ce que ça dépend aussi du ton de votre blog? Est-ce que par exemple Instagram va mieux à certaines, Twitter à d'autres et YouTube encore à d'autres? Twitter, c'est difficile. Je ne sais pas si vous pensez un peu plus long que les autres réseaux. Instagram, ça fonctionne bien. Parce que c'est lié à l'image aussi. Ouais. Après, voilà, il faut vraiment illustrer correctement. Vous mettez toutes, c'est ça aussi sur vos blogs pour ceux qui ne connaissent pas. À chaque fois, il y a une photo qui va avec un post. Vous êtes tout un peu photographe à vos heures perdues.
Ça fait partie de l'illustration. Est-ce que votre blog évolue avec vous au fur et à mesure du temps, si vous changez? Héloïse, ça fait longtemps que vous portez votre blog. Quand je relis, ça m'arrive de relire, de retomber sur des anciens articles, les premiers, je vois que le personnage que je présente a évolué dans les sujets abordés, dans la façon de le faire, les mots choisis. Vous dites le personnage, on a l'impression que c'est très personnel ce que vous écrivez, Héloïse, et pourtant c'est quand même un personnage. Oui, évidemment, c'est une image qu'on rend publique et c'est pas forcément la personne dans toute sa vérité, quoi. Donc il y a évolution au fur et à mesure de la vie. Voilà, le blog grandit avec la blogueuse. Merci beaucoup, mesdames. Et on invite fortement nos téléspectateurs à vous retrouver sur vos blogs. Donc 5 minutes pour moi toute seule pour Héloïse, Mon quotidien ordinaire pour Anaïs et l'Alidose blog pour Aurélie dans les Côtes d'Armor. Et on continue à parler de web avec Benjamin Bréon. Voilà, et ce coup-ci, Benjamin, le casting de la campagne des régionales, on l'a. Ça y est, on l'a, effectivement. Bon, le terme campagne désignant autant une période électorale qu'un épisode militaire. Il manquait un soldat. Alors ça tombe bien, en Bretagne, on en a un, pas n'importe lequel. Le général en chef, chef des généraux, le big boss, le ministre de la Défense. Jean-Yves Le Drian, bien sûr, ministre, mi-candidat, donc selon une expression qu'on a pas mal croisée sur les réseaux cette semaine. Alors on avait bien senti qu'il voulait le beurre salé et l'argent du beurre salé. Il l'a confirmé, il souhaite donc rester ministre tout en restant candidat. Il ne veut pas mener campagne en Bretagne puisqu'il mène déjà campagne en Syrie et il souhaite être élu président sans être tout de suite président. Bien. Autant dire que tout ça a fait les choux gras de ses adversaires. Il a eu donc droit aux attaques de la droite parlementaire, Isabelle Le Callennec par exemple, qui rappelle quand même que la question posée au régional n'est pas de savoir si c'est un bon ministre de la Défense. Il a eu droit aux attaques des régionalistes, Christian Troidec, qui estime que les Bretons ne comprennent pas. Il a eu droit aux attaques de l'extrême droite, ce militant qui souhaite que pour que Le Drian reste ministre de la Défense à temps complet, on vote pour son candidat à lui. Il a eu droit aux attaques de l'extrême gauche, le Brestois Chris Perrotte, qui compare le réveil de la force avec le sommeil de la farce. Il y en a très peu qui n'ont pas fait de réaction, mais la déclaration de candidature de Jean-Yves Le Drian a aussi permis de déterrer la hache de guerre entre Marc Le Fur et Gilles Pénel. Marc Le Fur, donc rebondissant dans la Bretagne veut un président à 100%, et Gilles Pénel, le candidat Front National, lui rappelant que lui, il est aussi député, donc demande en cas d'élection, il démissionnera. Et puis ça a permis à Jean-Yves Le Drian de mobiliser ses propres troupes, soit pour lui, comme ce tweeto qui estime qu'il a la carrière d'un chef d'État et qu'il est capable de faire les deux, soit contre les autres, comme Richard Ferrand, qui estime que la Bretagne n'a pas besoin de Marc Le Fur, même à 0%. Donc voilà, merci monsieur le ministre, ou merci monsieur le candidat, ou merci les deux, enfin bref, d'avoir enfin fait bouger cette campagne. Sans vouloir être désagréable, on commençait à se lasser un petit peu des polémiques autour de Gilles Pénel, qui utilise sur son site web une photo du bagad Sonorienne Brodreguer de Perros-Guirec, qui n'a rien demandé et qui l'a fait savoir, ou de Gilles Pénel, toujours lui, qui se lance dans le combat pour la préservation d'un trésor menacé du patrimoine breton, quoique surtout aux Bretons, la galette saucisse qui a accompagné tant de petits matins pas frais de mes études rennaises de quand j'étais jeune. Bref, on va pouvoir reprendre la campagne sur de nouvelles bases, et je profite d'ailleurs pour signaler à nos téléspectateurs que c'est dimanche que le Télégramme publiera son nouveau sondage sur les régionales. Alors je peux déjà vous annoncer, et c'est un scoop mondial, qu'il aura plusieurs avantages. D'abord, il va donner bien sûr l'état des forces en présence, il va montrer l'évolution de l'opinion depuis le dernier sondage qui s'affiche à l'écran, qui donnait donc Le Fur en tête au premier tour, Pénel qualifié pour le second tour et Le Drian vainqueur à la fin. Il va aussi, et ça c'est un scoop, permettre aux listes qui seront contentes des résultats de ce sondage de s'appuyer dessus, et à celles qui en seront mécontentes de dénoncer la manipulation des méchants médias qui font rien qu'à les embêter. Et ça, je peux vous dire, quand on s'occupe des réseaux sociaux, c'est un petit plaisir masochiste dont on aurait bien du mal à se passer. Je vous raconterai tout ça la semaine prochaine. Oui, on s'en doute et on a déjà hâte, Benjamin. Allez, tout de suite, on retrouve Sébastien et sa brève de chant. Mais attention, il s'est expatrié à Paris cette semaine. Salut! Aujourd'hui, Brève de Chambre est à Paris. Non pas pour un rendez-vous avec Nadine Morano, pas pour la COP21, pourtant il y a encore du boulot, pas pour acheter un souvenir moche ou un drapeau bleu-blanc-rouge,
pas pour aller voir des filles avec des plumes dans le cul, pas pour rencontrer l'amicale des cravates, pas pour faire un tour dans une voiture de kéké, pas pour aller voir la meilleure équipe de foot de France, après Guingamp évidemment, pas pour aller voir l'éolienne qui fournit de l'électricité pour tout Paris, pas pour manger des marrons parce qu'il y en a des très bons rue Jean Jaurès. Steven Leroy, on n'est pas à l'Elysée. Ah bah si, merde. Pas pour aller voir les beaux monuments parisiens comme la Grande Rue de Paris. Pour aller manger, oui, mais pas n'importe où. C'est pour manger les meilleures crêpes de Paris. Bonjour, c'est ici les meilleures crêpes de Paris? Oui. Eh ben, je veux bien en manger une, moi, s'il vous plaît. Je voudrais une complète, s'il vous plaît. Oui. N'oubliez pas d'être formidable. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.